Bonjour tout le monde, très très content de vous accueillir ce matin pour un nouveau webinaire Seed Legals France avec une thématique droit social avec Marine, cofondatrice de Canoon, lancée par Legal Place, sur justement comment offrir une solution digitale du droit social. Et Marine, tu es avocate spécialisée en droit social, donc tu as beaucoup de choses à nous apprendre ce matin, raison pour laquelle on s'est dit que ce serait sympa d'organiser un webinar entre Seed Legals et Canoon. Peut-être avant de te passer la parole pour te présenter, Marine, je vais présenter très rapidement et en 2 mots Seed Legals, que vous connaissez en tout cas, je l'espère. Sinon, Seed Legals, qui on est? Donc, on est une plateforme SaaS qui permet de pouvoir réaliser l'ensemble des opérations sur le capital, que ce soit du financement, en vous permettant de créer, de paramétrer, générer et signer vos documents juridiques sur cette partie, que ce soit du BSAR, que ce soit des augmentations de capital avec l'aide d'intention, pacte d'associés, etc., que ce soit également sur la gestion de votre actionnariat, table de capitalisation, les registres, mais également sur le partage du capital avec vos salariés, sur la mise en place de plans de BSPCE, sur la mise en place de plans de BSA Advisor pour intéresser des advisors. Tout ça pour dire, on est vraiment la solution pour vous aider sur ces parties juridiques, mais pas que, pour vous aider sur la partie entrepreneuriale à vous lancer, à développer votre projet. Et en quelques chiffres, Seed Legals, on est 150 partout dans le monde parce on a été lancé en 2016 en Angleterre, à Londres, où on a la majorité des équipes. Également en France, où moi, justement, je suis avocat aussi de formation et j'ai lancé le marché français en 2020. On est aussi à Hong Kong et Singapour et également en Irlande. Et on a accompagné plus de 40 000 startups en tout et pour tout. En France, plus de 500 depuis notre lancement. Et on est très ravis de travailler avec différents partenaires sur des incubateurs, mais également des solutions qui partagent un peu notre ADN, comme Canoon avec toi, Marine. Et j'en finis là sur cette petite présentation côté Seed Legals pour déjà, te remercier d'être présente ce matin et deux, te présenter. Merci Florent. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis avocate en droit social. J'ai cofondé la solution Canoon. En deux mots, qu'est-ce que c'est que la solution Canoon? C'est une solution qui permet d'accompagner toutes les entreprises, start-up, TPE, PME, sur toute la problématique en droit du travail. Que ce soit des problématiques de relations individuelles, donc liées à l'embauche, à la rupture d'un salarié et tout ce qui peut jalonner la vie du salarié, ou des problématiques collectives qui peuvent être liées à la gestion du CSE ou la structuration sur la durée du travail, etc. Donc, les sujets sont multiples et les entreprises ne sont parfois pas accompagnées, surtout quand elles sont de taille relativement modeste. Et pourtant, le droit social, ça s'applique à tout le monde et c'est absolument essentiel de pouvoir s'y confronter et de se rendre compte que ce n'est pas si compliqué et que si on a une approche pragmatique et, comme on aime bien le dire, actionnable. Voilà. Donc aujourd'hui, Canoon, c'est un SaaS qui permet aux entreprises de faire eux-mêmes, avec notre appui, des documents juridiques, d'avoir accès à l'information, tout ce qui leur est nécessaire pour gérer leur quotidien. Et puis, c'est la possibilité de faire appel à un avocat en droit social via un cabinet d'avocats partenaires pour les accompagner sur tout le conseil, la stratégie, la réassurance dont ils ont besoin dans toutes les problématiques de gestion des salariés. Voilà. Et merci encore pour ta participation ce matin au webinaire parce qu'effectivement, quand on a fait le point avec Marine et déjà aussi, petite parenthèse, on a utilisé Canoon pour les besoins de Seed Legals. Donc, nous, pour la France, on est un peu moins d'une quinzaine. On avait des questions justement sur les forfaits jours et autres. Et on a trouvé la solution. Et effectivement, comment quelque chose de compliqué parce que le droit social, en étant aussi avocat de formation, en ayant quelques notions de droit social, après la mise en pratique, quand on est entrepreneur, quand on lance son projet, vous le savez, pour être confronté effectivement à ça, vous qui lancez votre projet, qui allez peut-être avoir vos premiers salariés. Donc, comment, quelle convention collective applicable, comment mettre en place un contrat de travail et quelles sont les clauses aussi auxquelles il faut faire un peu attention parce qu'on peut trouver des modèles partout. Ça, c'est la logique. Effectivement, quand on est entrepreneur, comment faire simple, etc. Mais comment faire simple, mais aussi faire des choses dans les clous parce que pour pas que ça se retourne contre soi après, c'est aussi quelque chose de très important. Et d'avoir eu la solution Canon, en tout cas pour notre cas, Sidegas, ça nous a été très pratique parce que on est assez aussi habitué à utiliser une plateforme et avoir ce soutien côté juridique. Comme
comme on le fait aussi avec Silegal sur d'autres domaines. Et donc, tout ça pour dire, effectivement, on s'est dit, bah, ce matin, on va balayer ensemble avec Marine un peu les tips et astuces pour vous, les entrepreneurs et entrepreneuses, quand vous lancez votre projet, quand vous avez peut-être vos premiers recrutements qui se posent, ou même peut-être avant ça, les questions auxquelles vous êtes confrontés, et ben, d'avoir des bons tips et des bonnes astuces de la part d'expertes comme Marine sur ces sujets droit social et RH, et ben c'est parfait. On va en parler ce matin et vous allez avoir tout ça pêle-mêle parce que moi, de mon côté, je vais te poser pas mal de petites questions, Marine, sur ces aspects. Et d'ailleurs, première petite question, c'est aussi ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de droit social, c'est qu'il y a un peu donc la pyramide des lois, si on veut, entre justement les différents réglementations applicables. Donc évidemment, il y a la loi, mais il y a aussi souvent les conventions collectives ou des accords entre branches, etc. Donc, quel conseil tu donnerais juste même d'abord sur ça, vis-à-vis des entrepreneurs qui se lanceraient pour bah, justement essayer de défricher, se dire, OK, comment je m'en sors? C'est quoi la convention collective? Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Ouais. Si tu veux bien, Florent, on peut un peu dézoomer déjà, parce que Avec plaisir, oui. ce qui me paraît important, c'est de se dire que quand on veut recruter, euh, c'est compliqué de savoir quel type de statut recruter. Donc, on peut tout de suite penser aux salariés, effectivement. On peut aussi s'ouvrir l'esprit pour se dire qu'un premier candidat, une première recrue, bah, finalement, il y a diverses possibilités. Et ces possibilités, on va pouvoir les explorer quand on se pose les bonnes questions. Et ces questions, elles ne sont pas juridiques, parce que la réponse sera juridique, mais la question ne l'est jamais de votre côté parce que vous n'y connaissez rien en travail. Donc, les questions, elles doivent être très pragmatiques et doivent être liées à votre propre réalité économique. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai un besoin temporaire ou durable sur les missions que je vais déléguer? Ça peut être de l'ordre de quel est le temps qui sera disponible pour moi pour accompagner, pour former, ou ma motivation même. Il y a des gens qui aiment bien former, il y a des gens qui n'aiment pas nécessairement, qui préfèrent travailler avec des gens qui sont déjà très confirmés ou expérimentés. Une autre question, c'est quel budget j'ai à consacrer à mon embauche, disons sur les 12 prochains mois. Vous ne pourrez jamais vous projeter au-delà de cette année, c'est déjà beaucoup pour un entrepreneur qui se lance. Mais donc, déterminer un budget, et c'est ça qui va vous permettre de savoir quel type de profil vous allez pouvoir recruter. Et puis, la dernière question, et pas la moins importante à mon sens, c'est qu'est-ce que je souhaite que ce candidat me rapporte pour que mes dépenses soient justifiées? Ou combien, si on est sur une recrue plus commerciale. Et ça, c'est important parce qu'évidemment, une recrue, c'est un investissement. Et il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Voilà. C'est essentiel pour vous. Il faut que ça puisse vous faire cranter cette recrue. Et les réponses, une fois qu'on s'est posé ces questions, ça va amener à plusieurs types de réponses sur les profils, sur disons, le profil structurant de ce premier recrutement ou de ces premiers recrutements. Première Ça, c'est un chose. super point. Non, mais c'est très bien et tu fais bien parce Et que oui, et j'ouvre plutôt que de pourquoi? Ouais, ouais, vas-y, plutôt que pardon. de non, mais justement, plutôt que de plonger directement sur les conventions collectives, très, très bon point, sur effectivement se poser ces questions de pragmatique parce que c'est les questions, comme tu viens de le dire, que se posent les entrepreneurs. Ils vont se dire: «OK, mais j'ai un besoin» et souvent, bah, c'est eux, au départ, l'équipe fondatrice, qui vont adresser ce besoin et après, quand eux, ils ne sont plus en mesure de pouvoir adresser ce besoin, il y a la question qui va se poser du recrutement. Mais où et comment? Bah, c'est ce que tu dis Hmm. effectivement. Exactement. Et là où je voudrais ouvrir, c'est que ça peut être un stagiaire, une première recrue en fait, aussi. Ça peut être un alternant, ça peut être un salarié en CDD ou en CDI, ça peut même être un freelance aussi. Et ça, il faut savoir vers où on va. Donc, si tu veux bien, Florent, je peux peut-être donner quelques Avec jalons qui permettent de décision entre chaque exactement. statut. Voilà. Le Ça ça stagiaire, c'est une première recrue qui peut être valable. Alors, ce n'est pas quelque chose de pérenne, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un montant de dépenses qui est hyper maîtrisé, parce qu'un stagiaire aujourd'hui, c'est un peu plus de 600 € par mois sans charge sociale pour quand on doit le rémunérer. Donc, une rémunération pour un stagiaire, c'est quand il y a des stages qui sont égales ou supérieurs à 2 mois, voilà. Sachant qu'un stage, ça peut aller jusqu'à 6 mois. On peut avoir des stagiaires de fin d'études, donc des personnes qui ont même déjà peut-être fait d'autres stages avant, donc qui peuvent vraiment avoir une expertise à vous apporter. En revanche, la limite du stagiaire, au-delà de la durée, c'est le temps de formation.
Donc là, on revient à une de mes questions que je posais, c'est est-ce que vous avez le temps de former et l'envie de former quelqu'un? Parce qu'évidemment, un stagiaire vous apportera moins, en tout cas immédiatement, qu'un autre type de profil. Le deuxième profil possible, c'est l'alternant. Attention, quand on parle d'alternant, on peut parler de contrat d'apprentissage, d'apprenti ou de contrat de professionnalisation. On a tendance à mettre un peu tout dans le même sac. Globalement, on va dire que ce qui est le plus généralisé, c'est l'apprentissage. Qu'on peut dire sur l'apprentissage, c'est qu'on déjà, en termes de budget, c'est aussi super intéressant. Il On y avait a, des aides qui avaient été mises en voilà, place. Ouais. on a une aide de l'État. Alors attention, parce que ça change un peu tous les ans. En 2023, ils ont un peu simplifié le process. Ils ont dit que c'est une aide unique de 6 000 € qui est versée par douzième, donc tous les mois pendant la première année. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas du tout négligeable. Et puis au-delà de ça, on a aussi des exonérations de charges salariales dans la limite d'un certain montant, et puis même des réductions de charges patronales. Globalement, en termes de charges, on est plutôt vraiment sur des montants super faibles. Sur les rémunérations, c'est au-delà de ce qu'on paye pour un stagiaire, globalement. C'est des pourcentages du SMIC ou de la rémunération minimale conventionnelle. On va en parler avec la convention collective. Voilà. On est entre, allez, on va dire 500 ou 600 € et on peut aller jusqu'à 1 700, 1 800 € pour un alternant, qui ne sera pas là tout le temps. Ça, c'est une donnée hyper importante. Ouais. Un alternant, ça va être là maximum 2/3 du temps. Le reste du temps, c'est en école. Donc là, se pose la question de la charge de travail que vous allez donner sur quelqu'un qui ne sera pas là à plein temps. Voilà. Mais en revanche, qui peut être là pour 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Donc, on peut se projeter avec un alternant et on peut éventuellement le recruter aussi derrière en CDI. Après, on peut être sur des freelances. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs se disent, moi, le salariat, c'est compliqué, ça coûte cher en charge sociale, je vais plutôt passer par un freelance. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais attention, un freelance, c'est super, c'est que c'est un expert qui connaît en général très bien le sujet, il a travaillé pour d'autres entreprises où il a réalisé plus ou moins les mêmes missions, donc il a une vraie valeur à vous apporter. Ça peut avoir un impact hyper rapide. En revanche, ce n'est pas quelqu'un qui va s'investir durablement dans l'entreprise, donc il faut plus le voir sur une mission un peu one-shot. Et puis, attention, parce que si ce n'est pas bien maîtrisé, et là, je reprends ma casquette d'avocat en droit du travail, on a un gros risque de requalification en contrat de travail. Et bien maîtriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le freelance il soit immatriculé, qu'il y ait un contrat qui soit bien ficelé entre vous et lui, qu'il n'y ait pas de lien de subordination. Donc, il n'y ait pas des directives que vous lui donnez quotidiennement, que vous ne faisiez pas impérativement bien dans les locaux, que vous ne lui donniez pas d'email de la société. Il y a plein d'indices comme ça qui peuvent après faire très mal si vous le gérez mal. Voilà, donc correctement. Donc, freelance, pourquoi pas, mais attention. Et puis, après, vous avez le salarié. Donc, vous voyez, et le salarié, une fois qu'on parle d'un contrat de travail, là, on va se poser la question, est-ce que c'est plutôt un CDD? Attention, le CDD, c'est possible, mais quand on a un motif de recours hyper précis, est-ce que j'ai un accroissement temporaire d'activité? Donc, encore une fois, on parle d'une mission temporaire qui serait donnée à la personne. Ou est-ce que je suis sur une envie plus pérenne d'avoir quelqu'un qui vienne accompagner le développement de l'entreprise? Voilà. Petite astuce, c'est que le CDD, pour se dire ça va être une bonne période d'essai, puis je verrai après pour l'embaucher en CDI, ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui, parce qu'on peut avoir dans le cas d'un CDI, on va en reparler juste après, des périodes d'essai qui sont très longues. Donc, faites plutôt un CDI avec une bonne période d'essai qui sera bien proportionnée, et ne passez pas par un CDD qui ferait office de période d'essai. C'est vraiment pas une bonne pratique. Parce que ça, c'est un bon point aussi. Quand on a un CDD, au final, les charges sont les mêmes. Parce que ce que Oui. tu as dit, et là, c'est très bien la manière dont tu as décrit justement chacun des différents cadres et profils en fonction des besoins justement des entrepreneurs qui nous écoutent. C'est très souvent lié avec leurs besoins, enfin leur capacité de financière. C'est-à-dire que très souvent, et on le voit nous avec la plupart des startups qu'on accompagne chez Seedlegals, et je pense que c'est aussi ton cas chez Canoon, nous on les accompagne côté Seedlegals, même quand elles viennent de se créer. Donc c'est vraiment les équipes fondatrices qui sont là, qui font justement tout, parce que c'est vous d'abord les fondatrices qui allez travailler, qui allez vraiment créer la valeur jusqu'à pouvoir stabiliser suffisamment pour ensuite pouvoir déléguer avec justement les différents profils dont tu viens de parler, Marine. Et très souvent, ça commence par, oui, je commence par un stagiaire ou voire des alternants. Et après,
on utilise beaucoup des freelances, mais modulo aussi et le risque de requalification, parce que souvent, c'est une question, bah oui, mais c'est une personne, il a l'email de la société, je le considère vraiment comme mon salarié, mais c'est juste parce que je peux pas payer les charges, donc je le mets en freelance. OK, ça, c'est une vue très, très pragmatique et entrepreneuriale, mais il faut faire attention parce que derrière, oui, si vous pouvez le recruter et donc là, sur du long terme, parce que vous avez les besoins, c'est tous les éléments dont tu parlais à l'instant. Et en fait, là, comment choisir, tel que tu, le présentais Marine, c'est vraiment aussi une sorte de petite matrice qu'on pourrait faire entre bilan, coût et avantage de chacun des différents profils et en fait, qu'est-ce qu'on veut et c'est un peu, une sorte de scorecard si on veut, en termes d'anglicisme, mais on pourrait faire. Est-ce que c'est ça, concrètement qu'on pourrait mettre en Ouais, place c'est aujourd'hui? exactement ça. Ouais, ouais. J'avais eu la même idée que toi en préparant ce webinaire, de me dire en fait, on pourrait très bien déterminer en fonction de ces différentes questions des recommandations très claires sur plutôt aller vers tel profil ou tel autre. L'intérêt quand même du salariat, hein, enfin, il est réel. Il est qu'on va avoir un profil qui va être déjà qu'on va recruter parce qu'il a des compétences adaptées, quelqu'un qui va se projeter dans l'entreprise, qui va vous permettre vraiment d'être un vrai appui pendant, je vous le souhaite, quelques années. Mais il n'y a rien d'irréversible non plus. C'est-à-dire que dans un salariat sur le mode d'un CDI, on va pouvoir couper court à la relation dans la période d'essai, mais même après, sans trop de difficultés quand il n'y a pas beaucoup d'ancienneté. Donc, c'est pas non plus une décision qui doit trop vous effrayer en vous disant oh là là, et si ça se passe mal, ça se réglera. C'est pas un problème, le droit du travail, mais fait de manière aussi à ce qu'on puisse régler des situations de rupture. Et puis, il va y avoir un impact qui va être hyper rapide et différenciant. Et sur le volet coût, on a des réductions aussi de charges sur des premiers salariés, sur des profils particuliers, des profils plus âgés, par exemple. On a aussi des réductions de charges sur des plus bas salaires, jusqu'à 1,6 SMIC, par exemple. Donc, on peut aussi avoir de l'optimisation de charges, y compris sur des Et salariés. comment justement, tu accèdes à cette information? Donc bon, bien sûr, en dehors de ce type de webinaire qu'on fait, c'est justement l'idée d'avoir des tips de ta part. Heu, mais comment tu accèdes à ça? C'est quoi les démarches si tu veux, éventuellement en bénéficier? Parce qu'après, il y a peut-être une lourdeur administrative à mettre en place. Juste sur cette partie-là, tu recrutes un CDI pour potentiellement mettre en place, cette optimisation? Alors, elles s'appliquent automatiquement à partir du moment où on a l'info. Il y a des critères à remplir pour bénéficier de ces réductions de charges. D'accord, Donc, où ça va être lié au profil du candidat, son âge, son domicile, parfois, ou des profils qui sont en réinsertion professionnelle. Donc, ça vaut le coup quand vous voyez quelqu'un qui était un peu éloigné du domaine de l'emploi, etc., de d'accord, réfléchir s'il ne peut pas rentrer dans un dispositif. Et puis après, ça va être un montant de salaire que vous versez, qui automatiquement va donner lieu à des réductions de charges patronales, d'accord. notamment. Voilà. OK. Parce que là aussi, ils ont été quand même assez, innovants, si je peux dire, côté URSSAF, où ils ont mis en place des simulateurs, et ça participe aussi à tous les contenus que vous Oui, partagez côté Kanoun, hein, parce que vous faites des newsletters, vous avez, un certain nombre de contenus que vous partagez quotidiennement, pour vulgariser, pour mettre aussi à disposition, parce qu'il y a beaucoup d'informations quand même sur ces aspects, droit social. Mais si on revient sur effectivement le petit simulateur là, en termes de charges, soit sur oui, l'URSSAF ou c'est tout à fait. emploi.gouv, où ils ont mis à On disposition. voit plein de goûts et il y en a un pour les alternances qui est super pratique pour savoir exactement ce que ça va coûter, combien d'aide vous allez verser. C'est alternant.gouv. Voilà. D'accord. Parfait, on pourra partager, je regarderai peut-être pour mettre dans le chat ou partager justement Donc, mon participant ensuite, mais et pareil, encore une fois, côté Kanoun, vous proposez pas mal de contenu. En plus, vous avez un freemium, donc vous oui, pouvez aussi utiliser, et ce sera assez utile pour avoir un 1er regard. Hem et donc ça, c'est un super premier point parce que, c'est vraiment, et tu as bien fait de commencer par là sur, OK, généralement, oui, on va commencer encore une fois par ce qui nous coûte le moins cher parce qu'on a vraiment très peu de moyens, mais après il y a la notion d'investissement qui est, bah, sur du long terme, se projeter. De toute façon, vous le savez, quand vous lancez un projet, l'idée c'est, que vous soyez également en capacité, de pouvoir recruter. Et ça clairement, quand on voit, on observe justement des personnes qui vont lever des fonds, donc très généralement, c'est parce que vous envisagez de recruter par la suite, mais aussi des investisseurs quand eux, inversement, ils investissent dans des projets, ils veulent aussi avoir l'assurance que vous êtes la bonne équipe qui, sachez, pouvoir aller trouver des talents, pouvoir les recruter, que c'est consubstantiel de la réussite ensuite de votre projet, en tout cas pour, les entreprises que nous, on peut voir côté Civil Legals. Hem Et ça va de pair avec aussi une connaissance, à minima de
comment faire de mitiger aussi les risques là et les différents profils que vous pouvez recruter comme tu disais Marine. Et d'ailleurs si on revient, je ne sais pas si tu veux ensuite passer sur la partie plutôt, contexte parce que si là on y ajoute là cette partie, OK, on parlait de convention collective, je voulais rentrer tout de suite là-dedans, mais tu as bien fait qu'on, parle un peu des profils sur cette partie. Sur la réglementation applicable, heu, ce serait quoi tes tips et astuces par rapport à ça pour avoir une connaissance, pour savoir un peu comment faire, comment bien choisir peut-être au départ quand on lance son projet, même peut-être avant de recruter son premier salarié, comme tu disais là pour, cette partie, recrutement. Heu, comment, au moins être peut-être informé et prévenir certains éléments? Alors, comment prévenir? Bah, écoute, en se faisant accompagner, ça c'est sûr, clairement. Il y a plein d'infos qui sont disponibles, mais faites hyper attention à ce que vous trouvez sur les moteurs de recherche. Donc, les experts comptables, les avocats sont véritablement des personnes qui vont pouvoir vous assister sur ces sujets-là avec de l'info qui sera simple. Voilà, trouver de l'info qui soit simple et actionnable surtout. C'est ça qui est important. Mm. Et sur la partie justement, réglementation applicable, je ne sais pas si tu veux en dire un peu plus sur Ouais. ce point-là? Alors, on peut reparler de convention collective, justement sur la partie réglementation. Donc, la réglementation, aujourd'hui, c'est le code du travail. Le code du travail et donc la convention collective, attention à bien les déterminer. Ça, c'est vraiment un des premiers points. Et d'ailleurs, la question va se poser même, pas nécessairement que pour un salarié type CDI, hein, pour un alternant aussi, elle se posera. Euh, Ça, Qu'est-ce c'est que un c'est bon que... point parce que code du travail, du coup, ça s'applique pour les Oui, alternants, oui, pour les CDD, CDI, mais oui. évidemment pas pour des freelances, où là, c'est plutôt Non, code de commerce entre entreprises et pour les stagiaires non plus. il y a quelques règles qui s'appliquent, mais c'est plutôt le code de D'accord. l'éducation qui va s'appliquer. Mais quand vous avez des salariés, de fait, le stagiaire va devoir bénéficier de certaines règles que vous appliquez à vos salariés, à la marge, on va dire. Voilà. Donc, le code du travail, c'est vraiment le socle. En plus du code du travail, vous avez cette convention collective. La convention collective, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de règles qui est signé au niveau d'un secteur d'activité. On appelle ça une branche professionnelle. Et ces règles, elles ont été négociées au niveau de la branche par des syndicats employeurs et des syndicats de salariés. Donc, tout ça nous dépasse. Ça se passe presque souvent au niveau national. Ces règles, elles viennent définir un ensemble de droits pour le salarié, mais également de potentialités pour l'employeur. Donc, et ça, c'est hyper important parce que souvent, on se dit, oui, mais une convention collective, c'est pénible parce que ça va m'imposer d'autres choses. Donc, c'est une réalité sur certains points. Par exemple, la convention collective, ça va venir déterminer une rémunération minimale, qu'on appelle donc conventionnelle, qui est souvent au-delà du SMIC, clairement, avec une grille de classification selon l'expérience des salariés et leur statut. Ça va venir définir aussi des primes parfois qui vont être obligatoires. Par exemple, on va dire un mot de Syntec, la convention collective bureau d'études, il y a une prime de vacances qui doit être payée à tous les salariés en plus de leur rémunération. Ça, c'est prévu, vous ne pouvez pas passer outre. Mais en revanche, c'est aussi des possibilités, la convention collective. Et si vous n'appliquez pas de convention collective, finalement, vous en perdez la potentialité. Je donnerai deux exemples. Par exemple, une période d'essai. Il y a des règles dans la loi sur la période d'essai qui vont venir s'articuler avec la convention collective. Alors attention, il y a toujours un jeu d'analyse pour savoir quelle est la règle qui, in fine, va s'appliquer. Ce n'est pas toujours les règles de la convention collective, même quand elles sont plus favorables. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est là où le travail d'un spécialiste en droit du travail, ça peut vous aider. Donc, la période d'essai, typiquement, vous ne pouvez la renouveler, la période d'essai, que si votre convention collective le prévoit. Si vous n'avez pas de convention collective, pas de renouvellement de période d'essai. Vous allez être plus limité dans vos durées de période d'essai. L'autre exemple, c'est sur la durée du travail. On a des dispositifs, on va en parler, par exemple, qui permettent de sortir du 35 heures classique, de passer sur du forfait jour. Si vous n'avez pas de convention collective, vous allez être obligé de passer par un dispositif d'accord d'entreprise parce que vous n'avez pas ce socle d'accord collective qui va vous le permettre. Petite Voilà. question, je te coupe juste sur ce point. Ouais. Comment est-ce que tu l'as choisie, la convention Voilà. collective, ou elle est applicable de fait, de droit, par rapport Alors, à ouais, c'est un vrai point. Le choix de la convention collective, il s'impose de fait parce que vous êtes dans un secteur d'activité. Donc, ce qu'il faut déterminer, c'est votre activité principale. L'activité principale actuelle et je dirais presque un peu future. Parce que quand on commence un projet,
souvent, on est peut-être amené à pivoter un peu. Donc, il faut essayer un peu de se projeter sur, parce que ça serait dommage de changer de convention collective dans 1 an, c'est super pénible de changer de convention collective, vraiment. Parce qu'on se retrouve à appliquer les deux pendant un temps, les plus favorables, les dispositions. Donc, c'est vraiment un sujet qui doit se réfléchir en amont et pas repousser le sujet à plus tard. Certainement pas. Ce qu'on a parfois tendance à faire certains employeurs en disant « j'applique le code du travail, je verrai quand j'aurai plus de temps, plus d'argent ». Non, vous allez vraiment avoir une situation hyper pénible pendant ces 2 années. Voilà. Parce que l'inspection du travail viendra vous le reprocher, parce qu'un salarié viendra vous dire que c'est bizarre, vous n'appliquez pas de convention collective. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui n'ont pas une convention collective qui répond à leur secteur d'activité. Donc, vous regardez votre activité principale. L'activité principale, elle est souvent liée au chiffre d'affaires le plus élevé que vous avez sur une activité. Globalement, une des conventions collectives qui est les plus âgées, c'est, on le disait, la convention collective bureau d'études techniques. On appelle aussi communément Syntec. Ça, c'est toutes les entreprises qui sont dans la tech, toutes les entreprises qui font du conseil, tout ce qu'on appelle les ESN, les consultants, sont sous bureau d'études techniques. Voilà. En revanche, on a des clients, par exemple, qui avaient une difficulté de choix parce qu'il peut y avoir parfois plusieurs conventions collectives qui pourraient potentiellement s'appliquer. Nous, on avait un client qui, par exemple, a un site Internet. Il fait de la vente de produits par son site Internet. Donc, il est dans une dimension très tech. Et à la fois, quand on lit le champ d'application de la convention collective, par exemple, de commerce à distance, on se dit que ça pourrait coller aussi. Et là, l'analyse, elle n'est pas que juridique. Elle doit être aussi un peu pragmatique. C'est-à-dire que nous, avec nos clients, parfois, on se retrouve à faire des comparaisons en prenant les éléments principaux des 2 ou 3 conventions collectives qui pourraient s'appliquer, en disant, OK, sur la rémunération, dans une des 2, ça va être beaucoup plus cher que l'autre. Sur le période d'essai, c'est plus intéressant d'être sur celle-ci. Et quand on a cette possibilité de choisir, ce qui peut arriver parfois, hein, pas tout le temps, mais parfois, on a cette analyse de dire, OK, de manière pragmatique, vers quoi est-ce qu'on va aller pour que ça soit le plus satisfaisant pour l'employeur et pour les salariés. Voilà. Déjà, il faut avoir la connaissance, effectivement, encore une fois, hein, et anticiper ce point, se dire Oui, quand est-ce qu'on va faire son activité et définir ses aspects. C'est quand vous créez la société, au moment où vous allez rédiger vos statuts. Donc, on est vraiment au tout début et il faut effectivement anticiper. Donc, anticiper des pivots futurs, je ne sais pas, mais peut-être, bon, au pire des cas, de toute façon, vous pourrez toujours vous adapter. Mais il y a ces éléments qui sont effectivement très importants parce que l'objet social tel que vous allez le rédiger à la création de la société, vous avez un code NAF, la nomenclature des activités françaises qui va être attaché à ça. Et est-ce que c'est sur ça, hein, je crois que c'est du coup ensuite choisi la convention collective en fonction. Est-ce que c'est ça ou... alors, ça, c'est la croyance populaire. Alors, c'est un Ah, indice. bah Je voilà. ne dis pas que ça ne sert à rien. Le code NAP ou APE, c'est un indice parce qu'effectivement, au code APE est déterminée finalement une activité, souvent assez large. Et vous avez d'ailleurs intérêt, là je sors un peu de ma spécialité, mais globalement, vous avez plutôt intérêt à choisir une Un objet activité relativement assez large large. dans vos Ouais, oui, statuts, bien voilà, sûr. pour justement vous permettre derrière de pivoter comme vous le souhaitez. Donc, le code APE, c'est un indice, mais ça ne sera vraiment pas le seul. Et parfois, on se trouve, parce que la détermination du code APE se fait par l'INSEE. L'INSEE a tendance à prendre au niveau des greffes parfois juste la première ligne que vous Ouais. appliquez à votre statut. Donc, on se retrouve avec quelque chose de parfois complètement biaisé. Si votre code APE ne permet pas de déterminer et un peu à côté de la plaque par rapport à votre activité principale, laissez tomber le code APE. C'est votre activité D'accord. principale qui sera vraiment l'élément déterminant de votre convention collective. Et donc ça, c'est de toi, donc entrepreneur, entreprise, qui va à la lecture un peu de cette activité en étant Oui, aidé, par exemple, avec toi et Canou ou bref, ou avec Expert en Tech, qu'importe, mais au moins d'avoir une lecture un peu plus sur: «OK, c'est ça, cette convention collective qui devrait plus voilà, coller à mon activité». C'est ça donc ce que tu dis? exactement. Chaque OK. convention collective définit un champ d'application. Donc, c'est une définition. Ça prend entre quelques lignes et quelques pages. Et donc, à nous de décortiquer pour arriver à savoir si effectivement si l'activité de la société cliente rentre dans le champ d'application de cette convention Parce collective. que ça, je pense que c'est un point, et tu dis, effectivement, c'est la croyance populaire. Donc déjà, les gens qui se posent cette question quand ils entreprennent, bah, ils ont au moins un peu anticipé ce point et en plus derrière de savoir que, OK, c'est pas juste ce code APE ou code NAF, qui va
forcément définir la convention collective applicable, c'est un super point parce que ça veut dire, là, à vous, justement, est-ce que vous allez vous éplucher, ou en tout cas relire toutes les conventions collectives qui puissent exister? Je ne sais pas, mais je pense pas. Vous avez autre chose à faire, je pense, pour, pour créer votre entreprise, mais d'où l'importance d'être accompagné là-dessus, ou en tout cas d'avoir ces notions, mais c'est un super point hein, parce que, comme tu l'as dit aussi, si on se fait peut-être un focus rapide sur Syntec, parce que nous, effectivement, quand on les accompagne sur les entreprises, donc les startups, la plupart du temps tech, par exemple, côté Seed Legals, on voit et beaucoup sont avec Syntec. OK, moi, la convention collective, c'est Syntec. Par exemple, nous, chez Seed Legals, c'est la convention collective Syntec qui s'applique. Euh, Là, effectivement, tu le disais, il y a différents éléments à avoir en tête parce que ça va jouer sur la période d'essai, ça va jouer sur les minima de rémunération salariaux. Donc, tous ces aspects, il faut les avoir en tête et ça change, non? Par exemple, pendant Syntec. Ah oui, bah, tu es bien placé pour le savoir. Donc, oui, les conventions collectives, elles évoluent, elles sont renégociées régulièrement. Je donne un exemple, hein, depuis la période inflationniste qu'on connaît, le SMIC augmente. Mais alors, il faut vous dire que dans les conventions collectives, des renégociations, il y en a parfois dans certaines conventions 2 fois par an. On a des augmentations de salaire minima, rien que ça. Et après, parfois, les conventions collectives ont été signées il y a très longtemps et parfois, elles font des toilettages. Et alors là, alors, bureau d'études, cette année, on a la totale parce qu'on a eu une réécriture de tous les articles de la convention collective qui est applicable, alors, sachez-le, hein, depuis début mai. Et puis après, on a une volonté de ces branches de se moderniser, de rentrer dans des sujets de droit du travail sur lesquels elles n'étaient pas avant. Donc, le télétravail, que ce soit en France ou à l'étranger, des durées du travail, on l'a dit, un peu plus flexibles, qui permettent de favoriser l'autonomie des salariés, des forfaits jours. Et donc, on a une grosse évolution. Donc, si vous êtes sur Syntec, ce que vous faisiez il y a 3 mois, ce n'est pas nécessairement ce que vous devez faire maintenant. Donc, attention sur les durées de période d'essai, sur les délais de prévenance en cas de rupture de période d'essai, sur les indemnités de départ et mise à la retraite, tout ça, ça a beaucoup changé. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner ou vous renseigner à minima là-dessus. Et ça, on adore, justement, beaucoup de réglementations qui changent et qui évoluent. Quand on est entrepreneur, c'est un peu un casse-tête et effectivement, c'est là où des solutions qui vulgarisent un peu sont les bienvenues parce que effectivement, donc le droit social, évidemment, c'est quelque chose qui est souhaité, qui est là pour, bien sûr, donc défendre, en tout cas protéger quand même la relation entre employeurs et salariés. C'est très bien qu'il y ait des conventions collectives, mais parfois, effectivement, en France, on peut se dire il y a un problème de lisibilité. Là, typiquement, quand on se lance, déjà se poser la question, mais on vient de l'adresser sur, OK, quelles sont les dispositions applicables quand on veut faire, par exemple, un contrat de travail, et on va y venir là, sur un CDI ou un CDD avec les principales clauses, mais bon, OK, il faut faire un petit jeu d'analyse, quelle est la convention collective applicable, donc on a vu comment. Est-ce que c'est ça, tel point ou tel point? Bref, ça manque un peu de clarté par moment, peut-être pour des personnes assez pragmatiques en disant, OK, mais moi, je veux un contrat, OK, voilà, je vais appliquer ça et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, soyez bien conscients, en tout cas, de ces éléments, anticipez-les, ayez-les bien en tête. Et donc, si on se dit maintenant, OK, j'ai ça en tête, je vais faire mon premier contrat de travail. Donc, c'est hyper important de savoir aussi, en fonction de la convention applicable, justement, le contrat de travail, mettons un CDI qui va être rédigé, forcément, il va également faire référence à la convention collective applicable, donc il faut l'avoir en tête, mais également, il y aura des dispositions dans ce contrat de travail qui pourront changer d'une convention à l'autre selon celle qui s'applique, c'est ça? Oui, exactement. Sur des points essentiels du contrat de travail, donc on a parlé de la période d'essai, le préavis, la rémunération minimale, et puis des dispositions sur certaines clauses spécifiques, comme la clause de non-concurrence, par exemple. Vous allez être guidé pour certaines conventions collectives, il y a des obligations qu'il faudra respecter. Et si, du coup, justement, on fait un petit focus là sur le contrat de travail, déjà, si même on revient au b.a.-ba un peu de ce contrat de travail, déjà, est-ce qu'on est obligé d'en rédiger un? Bon, je pense que c'est très fortement recommandé, mais bref, même reprendre ça. Ensuite, quelles clauses, là, tu viens d'en citer quelques-unes où il faut vraiment avoir une lecture et une attention particulière, et pourquoi? Euh, et donc, tes tips et astuces sont les bienvenus là-dessus. Alors, est-ce qu'il faut en rédiger un? Oui. Alors, ce n'est pas obligatoire pour un CDI 35 heures. Voilà. Pour tous les autres, ça l'est. Temps partiel, CDD, absolument impératif. Mais c'est hyper recommandé. Pourquoi? Pas pour créer de la paperasse administrative, parce que dans le contrat de travail, vous allez fixer les éléments essentiels du contrat.
sur des éléments qui vous semblent importants d'informer le salarié. Et parfois, une offre d'embauche, ça ne suffit pas. Voilà. Donc, faites un contrat de travail, mais ce n'est pas besoin de faire quelque chose de super compliqué, d'extrêmement long, mais de déterminer les éléments essentiels, obligatoires, donc qui vont être la fonction du salarié, hein, c'est hyper important, en la décrivant un petit peu, sans faire 3 pages de fiche de poste, mais il faut quand même quelques lignes pour expliquer ce que vous attendez du salarié. C'est important de le mettre par écrit. Le lieu de travail, alors je ne dis pas qu'il faut absolument contractualiser le fait qu'il y ait du télétravail de temps en temps, mais voilà, mettre un lieu de travail principal ou un télétravail total, un full remote, aujourd'hui, il faut que ça soit dans un document. Voilà, c'est important. Si la situation vient à changer, c'est ça qui vous permettra de la piloter. Et puis, je dirais des clauses RGPD aussi aujourd'hui. Hein, on le sait, on a une obligation de dire aux salariés, voilà, les traitements, des informations telles qu'on va les faire, et le contrat de travail est un bon contenant pour ça. Et puis, des clauses spécifiques que vous allez avoir envie d'intégrer. La clause exclusivité, par exemple, la clause de confidentialité, qui peut être vraiment importante, surtout sur un projet où vous lancez, où vous allez partager des éléments stratégiques. La clause de non-concurrence. Voilà, on va en revenir un petit peu plus tard, mais quand elle a un sens. Donc, tout ça, c'est bien, mais dans un contrat. Et Oui, le salaire aussi, et notamment et les le bonus. salaire, bien sûr. Le salaire et la durée du travail. Le salaire, les bonus. On n'est pas obligé de mettre tous les bonus dans le contrat de travail. On peut avoir des formules qui sont travaillées de manière à laisser à l'employeur la possibilité, après, d'aller travailler sur des documents annexes qui vont permettre de rentrer dans les objectifs qui donneront lieu à des primes sur la base d'éléments qualitatifs ou quantitatifs qui ont été atteints par le salarié. Mais oui, la base de la rémunération va devoir être indiquée dans le contrat de travail. D'ailleurs, il y a un point aussi, et qui me posait des questions d'ailleurs, et qui renvoyait quand on fait les contrats de travail chez les sites légaux, c'est peut-être une question que l'entrepreneur se pose, sur les coefficients et les niveaux, parce que souvent, on peut renvoyer justement à quel est le coefficient pour tel salarié en fonction, justement, c'est lié à ce que tu disais sur la description de poste, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et des fois, c'est un peu un casse-tête où on se dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, bah, OK, 3,1, coef temps. Bon, il y a des descriptifs, mais peut-être, est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots sur ces coefficients? Parce que ça peut changer aussi d'une convention collective. Est-ce que c'est dans la loi? Non, c'est plutôt les conventions La collectives. convention collective, ouais. C'est la convention collective qui vient déterminer des grilles de postes ou de définition de fonction de manière plus large. Et à chaque définition de fonction qui sont notamment liées à est-ce qu'on va être dans du management ou pas. Donc, c'est ça souvent qui va être la différence entre un statut, par exemple, employé, technicien de maîtrise d'un côté, et puis cadre de l'autre. Et puis après, des notions d'autonomie. Voilà, c'est ça que va déterminer la convention collective. Et à chaque définition de fonction, on va avoir un coefficient qui va s'appliquer. Et ce coefficient, il va être pertinent parce que à ce coefficient va s'associer donc une rémunération minimale et puis des droits du salarié. Par exemple, la période d'essai ne va pas être la même pour un cadre qui aura donc un coefficient différent, supérieur que pour un non-cadre. Voilà. Donc ça, c'est important. Ce qui va être hyper important aussi sur le coefficient, et c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment le négliger, c'est que ça va permettre après de déterminer cette notion d'égalité de traitement. Quand vous allez avoir plusieurs salariés, on estime qu'un salarié qui a une position conventionnelle, il doit y avoir un traitement similaire dans la rémunération qui est versée, dans les avantages qui sont donnés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, cette position conventionnelle, de bien la déterminer. Voilà. Ah, ça, c'est un super point parce qu'effectivement, des fois, on peut être un peu perdu sur les lectures de ces grilles de classification. Et donc là, ce que tu viens de dire, c'est important de le rappeler parce que ça a un impact clairement Oui. dans le contrat de travail et même dans la manière dont on, comme tu l'as dit, peut traiter une personne par rapport à une autre en fonction justement du poste et des fonctions de chacun. Donc, Voilà. clairement, c'est des aspects. Après, je pense qu'on va peut-être pas approfondir trop les autres clauses parce que il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur la clause de non-concurrence, clause d'exclusivité, etc. Mais on pourra de toute façon à l'occasion détailler ces points à l'occasion d'un prochain webinaire ou autre. Est-ce que tu avais d'autres éléments peut-être à mettre en place, enfin en tout cas sur lequel préciser sur le contrat de travail? Je crois qu'il y avait la période d'essai, effectivement, qui était un point quand même Ouais, assez la période important à voir. d'essai,
Ouais, dans le contrat, mais aussi ce qui est hyper important sur la période d'essai, c'est la piloter. Voilà. Ouais. La piloter parce que moi, je vois tellement de clients, alors maintenant moins parce que nous, on a mis en place des notifications calendaires qui rappellent aux clients, on leur enlève cette charge mentale, ils se disent, bon, bah, c'est maintenant que je dois penser à renouveler la période d'essai. Attention, un renouvellement de période d'essai, c'est une lettre signée par le salarié avec son bon pour accord. Voilà. Vous avez besoin de l'accord du salarié pour renouveler la période d'essai. Et ça, il faut le faire avant la fin de la période d'essai initiale. Et voire même la bonne pratique, c'est de le faire avant ce fameux délai de prévenance que vous appliqueriez si la période d'essai est rompue. Voilà. Parce que sinon, vous avez moins la possibilité, les mains libres pour renouveler ou rompre cette période d'essai. Donc, anticipez et pilotez bien vos périodes d'essai pour faire en sorte de pouvoir la renouveler ou voir la rompre au bon moment, pour pas que ça vous coûte de l'argent avec un salarié qui donc devrait rester chez lui, parce que si vous dépassez la durée de la période d'essai, et si vous rompez trop tard, vous allez avoir un délai de prévenance qui va s'appliquer sur une période au-delà de la durée de la période d'essai, et là, vous n'avez pas d'autre choix que de laisser le salarié chez lui, ne surtout pas le faire exécuter de fonction, mais vous devrez le rémunérer en application du délai de prévenance. Et ça, c'est pénible, c'est de l'argent. C'est de l'argent dépensé pour rien. Alors que si vous rompez la période d'essai suffisamment tôt, là, vous allez appliquer le délai de prévenance et savoir si vous voulez le faire travailler ou pas et le rémunérer. Mais là, vous êtes sur un schéma beaucoup plus classique et beaucoup plus adapté. Donc ça, c'est sur la période d'essai, c'est important. Et si je dois dire peut-être un petit mot, c'est sur la durée du travail, parce que ça non plus, il ne faut pas le négliger. Juste peut-être avant sur la Ouais, période d'essai, tu disais qu'elle pouvait être assez longue. Et ouais, en termes de délai, justement, juste sur ce ouais. point, côté période d'essai, On peut être, ça peut aller jusqu'à 8 mois, on va dire une période d'accord. d'essai, 4 mois renouvelables une fois. C'est notamment ce que prévoit le bureau d'études techniques, donc Syntec. Donc, c'est quand même largement le temps de pouvoir. 8 mois, en principe, Voilà. oui. Ouais, Voilà. on se fait une idée, ouais. Et après, le pilotage, ça passe aussi par des entretiens réguliers avec le salarié Ouais. pour voir comment ça se Et puis passe. avoir la date, comme tu disais. Et puis Voilà, là, ce que tu dis, c'est valable aussi dans les deux sens. Hein, côté salarié, il y a aussi pour la évidemment. période de rupture, clairement. Mais effectivement, le point sur les heures de travail, c'est très important parce que pareil, là aussi, il peut y avoir de la complexité. Bah, il y en a parce que la durée du travail, alors, la base, c'est que si vous ne prévoyez rien, c'est donc du 35 heures temps plein. Pourquoi pas? Mais ce qu'on voit souvent quand même, surtout dans les petites entreprises, c'est qu'on a besoin d'une part d'une relative flexibilité du salarié et puis d'un salarié qui puisse se donner avec autonomie sans que vous soyez derrière lui en lui demandant des relevés de travail, tu as travaillé de, de telle heure à telle heure. À la limite, ce n'est pas tant votre souci, parce que vous souhaitez que ce travail soit fait. Donc, C'est réfléchissez clairement à ça. d'autres modalités qui peuvent être peut-être un petit peu plus sophistiquées, mais pas forcément plus complexes à mettre en place à partir du moment où vous avez l'info. Donc, on entend parler du 39 heures plutôt que 35 heures. Ça, pourquoi pas? Ça veut dire que vous allez payer 4 heures supplémentaires qui vont être indiquées sur le bulletin de paie et vous allez négocier une rémunération globale qui intégrera ces 4 heures supplémentaires au début. Et en plus, vous avez des exonérations sur les heures supplémentaires. Donc, ça peut vraiment avoir un sens, mais vous restez là sur une base horaire. C'est-à-dire que vous n'allez pas être obligé de se dire est-ce qu'il fait 39 ou est-ce qu'il en fait plutôt 43? Et s'il en fait 43, c'est problématique. Alors, ce n'est pas problématique souvent dans un temps 1, parce qu'au début, ça se passe bien, et tant que le salarié est content, il a envie de se donner. Mais en revanche, au moment de la rupture, et franchement, on en a pas mal, donc ce que je vous dis n'est absolument pas théorique, des contentieux de salariés dont on veut se séparer, qui disent ah, au fait, en termes d'heures supplémentaires, je me souviens, j'ai beaucoup bossé. D'ailleurs, j'ai un planning que j'ai reconstitué qui permet de montrer que j'ai à peu près fait 500 heures supplémentaires sur les 2 dernières années et qu'il va falloir me les payer. C'est compliqué pour un employeur de prouver qu'il ne les a pas fait ces heures parce que généralement, on l'a laissé vivre un peu ce salarié. Donc, ça peut coûter cher. C'est pour ça que sortir de l'horaire pour passer sur une notion de jours de travail, passer sur des forfaits jours, ça peut vraiment avoir un sens, y compris dans des petites boîtes. Le forfait jour, on a souvent tendance à considérer que c'est pour les grosses entreprises qui ont des syndicats. Pas du tout. En fait, le forfait jour, on peut le mettre en place très facilement dans une petite entreprise. Si la convention collective le prévoit, super. Appliquer le dispositif. Mais dans certains cas, où la convention collective, elle n'est pas très adaptée
parce qu'elle prévoit des rémunérations planchers minimales pour appliquer un forfait jour qui sont super élevées. Et là, je parle du bureau d'études, Syntec. Il faut payer à minima 52 000 € aujourd'hui un salarié cadre pour qu'il puisse bénéficier d'un forfait jour. Souvent, quand vous embauchez vos premiers salariés, vous n'êtes pas dans ces montants-là. Ou alors, la convention collective ne prévoit rien. Et dans ces deux cas-là, on peut faire quelque chose qui n'est pas compliqué, c'est de rédiger, négocier un accord d'entreprise. Et dans les toutes petites entreprises, ça se fait quand il y a un CSE, ça se fait avec le CSE. Donc, on n'a pas besoin de délégué syndical. Et quand on n'a pas de CSE, donc dans les boîtes de moins de 10 salariés, on le fait par référendum avec les salariés. Et ça, franchement, souvent, c'est très bien vécu parce que les salariés, vous allez leur donner des jours de repos, ils vont avoir de l'autonomie, et ils savent qu'on les attend sur les résultats, pas sur les moyens, pas de présentéisme. Et donc, c'est des très bonnes choses qui peuvent se faire. Et nous, on fait beaucoup pour des clients qui ont 3, 4, 5 salariés sans difficulté. Nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on a mis en place avec vous parce qu'on était dans cette situation et le CSE, c'est le comité social et Oui, économique bravo. qui permet justement, qui permet de avoir les représentations, enfin les représentants du personnel, mais dès lors qu'on effectivement on dépasse sur 12 mois consécutifs glissants, 11 salariés, parce que ça aussi, je le précise, C'est parce que ça. c'est aussi dans nos calculs, nous, on pensait qu'on avait dépassé le seuil, mais au final, c'était pas sur 12 mois glissants, donc on devra peut-être le mettre plus tard, mais je vais pas raconter notre vie interne à nous aussi légale, mais c'est un bon exemple en tout cas d'exemples concrets justement de ce qu'on a pu vivre. Et effectivement, comme tu le dis, quand on parle de référendum d'entreprise, on peut dire, ah, putain, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de choses à mettre en place. Honnêtement, ça se fait relativement simplement. Il y a effectivement un vote qui se fait auprès de tous les salariés, comme tu l'as dit. Ça peut être mis en place dès lors qu'on a envie de donner cette autonomie et aussi que ça colle bien en fonction de l'activité que vous avez. Hein, parce que là, ce qu'on se dit, par exemple, nous, on le voit beaucoup avec les startups qu'on accompagne sur on veut donner cette autonomie, ça revient à ce que tu disais, Marine, sur on veut effectivement leur donner suffisamment de temps. On n'a pas de toute façon de moyens de pouvoir suivre le temps passé et travailler, parce que comment on fait? Est-ce que c'est badgé? Est-ce que c'est par rapport à Eurodaté, par rapport à la connexion sur l'ordinateur, etc. Donc même d'un point de vue très pragmatique et concret, c'est compliqué de mettre en place. Et donc, c'est là où effectivement ça peut faire sens. Donc, Oui. c'est des très bons points sur cette partie. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette partie alors, parce qu'il y a un sujet aussi qui est assez intéressant. Il nous reste quoi, 13 minutes. On va voir si on peut le balayer sur les dirigeants. Mais je ne sais pas si tu avais terminé sur la partie Non, heures de non, mais travail et temps de travail. complètement. Non, non, Super. on Parce peut que passer sur des sujets. effectivement, sur ça, donc on retrouve tout ça sur le contrat de travail et les éléments que tu as balayés, les clauses non-concurrence, pour en reparler à une autre occasion. Mais sur là aussi, quand on est dirigeant, quand on est, nous, le président de la société ou la présidente ou directeur, directrice générale, je pose la question de savoir, est-ce que je peux, moi, me salarier? C'est une question qui revient souvent aussi, nous, nos utilisateurs. Et je pense que c'est une question aussi que tu vois pas mal passer. Donc, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais. Alors, déjà, revenir sur une définition qui n'est pas forcément super simple, c'est que il y a des dirigeants qui peuvent être assimilés salariés. Donc, il y a une confusion entre un dirigeant qui cumule ses fonctions avec un contrat de travail et un dirigeant qui est de fait assimilé salarié, et parfois même les deux. Qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant assimilé salarié? C'est un mandataire social qui est considéré comme un salarié pour la sécurité sociale. Donc, il y a une protection sociale de salariés. Et donc, ça veut dire qu'il va cotiser au régime général de sécurité sociale, ça veut dire qu'il va avoir une fiche de paye, et ça, c'est notamment le cas des dirigeants de SAS, du président de SAS notamment, et c'est le cas du gérant minoritaire de SARL. Voilà. Typiquement, Donc, on est... ça veut dire si je suis président de la SAS et qu'au titre de ce mandat social, je suis rémunéré, comme tu viens de dire, j'ai une fiche de paie, donc je vais cotiser, donc il y aura des charges qui s'appliqueront Voilà, à ce titre-là. ouais, exactement. Donc, ça, c'est l'assimilé salarié. Parfois, le dirigeant, il veut, et c'est quasiment tout le temps pour une raison, c'est d'avoir une protection en cas de chômage, on va dire, en cas de perte d'emploi, parce qu'on ne sait jamais si ça va fonctionner. Et il se dit, je voudrais bénéficier aussi d'un contrat de travail en plus, ce qui me permettra de cotiser au Pôle emploi, parce qu'un dirigeant, même assimilé salarié, ne cotise pas au Pôle emploi. Voilà. Parce que le Code du travail ne s'applique pas. C'est juste le régime de sécurité sociale qui vient s'appliquer.
Et là, on peut être amené à cumuler un contrat de travail avec le mandat social, mais à condition de respecter des exigences qui sont posées par les textes et qui sont notamment d'avoir une fonction technique distincte. Autrement dit, je vais être directeur général dans la SAS, et puis en plus, je vais être directeur commercial au titre de mon contrat de travail. Voilà. Pourquoi pas? L'autre condition, ça va être d'avoir un lien de subordination. C'est-à-dire qu'il va falloir prouver que vous recevez des directives de la direction, qui n'est donc pas vous, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc attention, par exemple, pour un président de SAS, ça pourrait marcher, mais si le président est minoritaire, typiquement. Voilà. Parce que là, on peut imaginer qu'il puisse y avoir une forme de subordination qui peut s'opérer. Alors, on n'est jamais sûr à 100%. Je te vois, Florent, tu veux réagir. C'est sûr, justement, le minoritaire, c'est au sens capitalistique du terme, c'est-à-dire Ouais. que si, d'un point de vue, alors il a le mandat social, il est président, mais qui détient une minorité dans le capital, là, effectivement, c'est la subordination dont tu parles. Ça rend Le possible la potentiel, chose, ouais, mais ça ne non, la ok. rend pas automatique. Automatique, non, clairement, Voilà. effectivement, Mais ok. si le président est majoritaire à l'inverse, du coup, ce n'est pas la peine. C'est même pas la peine. Ça ne marche pas, en fait. Il est D'accord. minoritaire, ça rend les choses possibles si les conditions sont remplies. Et là, on n'est jamais sûr globalement à 100% que ça marche. Donc, faites appel à un expert qui vous permettra de le savoir. Et il y a une procédure qui existe, qui est pas suffisamment, qui est sous-utilisée, je vous en parle, c'est le rescrit. C'est le rescrit Pôle emploi. Voilà, mais je vois qu'il y a eu un commentaire là-dessus à l'instant qui vient d'être mis. Et donc, le rescrit, c'est ce qui permet, c'est un dossier à compléter, avec justement la façon dont le dirigeant exerce ses fonctions, etc. Parfois même des éléments à communiquer en plus pour prouver qu'il y a un véritable lien de subordination, on envoie. Et là, on a une réponse au Pôle emploi qui vous dit « Ok, c'est bon ». Et là, on est sûr de ne pas cotiser à perte au Pôle emploi, parce qu'en fait, ce serait ça le problème, c'est que vous cotisez au Pôle emploi, Ouais. et finalement, au moment où vous voulez en bénéficier, on vous dit « non, il n'y a pas de lien de subordination ». Donc, vous avez cotisé à perte. Et là, c'est quand même dommage. C'est de l'argent. C'est très dommage, je pense, ouais, clairement. Donc ça fait partie des tips et astuces hyper importants à avoir. Donc, merci pour ça. Il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que tu avais d'autres éléments sur cette partie, effectivement, dirigeant et contrat de travail? Donc, on retient la dichotomie entre assimiler salariés et ce qui est vraiment cumuler le contrat de travail avec cette notion du lien de subordination que tu viens de souligner, parce que la majorité des cas qu'on observe aussi quand on est au tout début du projet, on détient généralement la majorité du capital, et si on a la présidence, là c'est compliqué. Après, déjà aussi se pose la question des moyens qu'on pourrait avoir de se payer au titre de cette rémunération. Souvent, c'est déjà Pôle emploi qui les paie, mais parce qu'ils ont le chômage, parce qu'ils ont quitté. Oui, c'est vrai. Notre sujet là-dessus. Et effectivement, il y avait peut-être un dernier point qui nous paraissait intéressant d'aborder ensemble sur la santé et la sécurité au travail, parce que pareil, dès lors qu'on a des même stagiaires, alternants ou salariés, et effectivement, se posent ces questions de cet affichage obligatoire et de la sécurité et santé du travail. Donc, est-ce que c'est un élément justement tips et astuces de ton côté à avoir en tête là-dessus? Ouais, c'est un élément super important qui est souvent pareil sous-estimé, en fait, le volet santé-sécurité. Je pense moins depuis période Covid quand même, où il y a des documents, quand on parle de DERP, je voyais bien à 4 ans, on me regardait avec des gros yeux en disant mais c'est quoi ce truc? Et maintenant, globalement, un employeur a quasiment toujours entendu parler de ce qu'est un DERP, donc un document unique d'évaluation des risques professionnels, voilà, qui est absolument obligatoire dans toute entreprise à partir du moment où on a ne serait-ce qu'un stagiaire, en fait, voilà. Donc, il faut le mettre en place. C'est un document qui est souvent considéré comme vraiment compliqué à mettre en place parce qu'il va déterminer tous les risques physiques, mentaux pour exister dans l'entreprise et puis associer les mesures qu'on prend pour les diminuer ou les supprimer, ces risques. Voilà. Mais en fait, on se rend compte que quand on est dans une entreprise de service, voilà, de la tech, qui applique par exemple le Syntec, c'est pas un document qui est super compliqué si on fait les choses correctement. Et nous, chez Canon, on a vraiment réfléchi, par exemple, à pouvoir mettre en place en une demi-heure, à pouvoir générer un DERP qui fonctionne. Voilà. Alors, évidemment, vous pouvez faire appel à des spécialistes, des consultants, voir la médecine du travail qui peut être un super appui là-dessus.
Mais alors, un, ça peut coûter cher. Deux, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Si le sujet vous intéresse, allez-y. Mais même sans rentrer dans du zèle, ce que je veux dire, c'est plutôt de ne rien faire en vous disant je le ferai plus tard quand j'aurai le temps et de l'argent. Faites maintenant quelque chose d'hyper pragmatique qui va pouvoir vous protéger. Et puis vous réfléchirez après, pourquoi pas pour faire mieux si besoin. Mais faites-le dès le premier salarié. N'attendez pas. C'est le même point dont tu parlais sur les affichages obligatoires. Les affichages obligatoires, c'est un certain nombre d'informations qu'on va donner aux salariés qui vont concerner souvent des risques aussi, ce qu'on appelle psychosociaux, donc harcèlement, discrimination, et puis après, plus des consignes de sécurité interne. Et ça, il faut le faire. Pareil, c'est simple, si vous savez ce qu'il faut mettre. Voilà, nous, on a pondu un petit module qui permet de le faire simplement, et en un quart d'heure, vous avez fait vos affichages obligatoires. Alors, une question qui se pose. On a des boîtes maintenant, ils n'ont pas de locaux. Comment ils font? Exactement. Nous, on est à Station F, par exemple. Locaux. Exactement. On a des Et ça, bureaux à Station voilà. F et on se posait la question et on se disait, est-ce qu'il faut qu'on demande à Station F, donnez-nous un encart qu'on peut faire parce que c'est Alors, exactement ce qui nous est venu en tête, quoi. ouais, Comment de on fait? plus en plus, c'est le cas. Alors, deux choses. Si vous êtes dans un coworking, Station F, vous avez quand même des locaux, parce que vous avez des bureaux. Voilà. Donc, vous les affichez sur les murs, voilà, des pièces. Et non, ce n'est pas à Station F de le faire à votre place. Vous restez employeur, c'est à vous de le faire. Voilà. Donc, chaque boîte du coworking aura ses propres affichages obligatoires. Voilà. Si vous n'avez pas du tout de locaux, et ça arrive maintenant, on a du full remote partout, surtout au début. Là, vous créez un affichage un peu virtuel, donc ça peut être un drive, par exemple, qui peut permettre, il faut que ça soit accessible aux salariés, tout simplement. Donc, si c'est du virtuel, ça marche aussi, si vous n'avez pas de locaux. Voilà. D'accord. Et donc, on pourrait aussi cumuler ça si on est un peu flexible en termes de… C'est une très bonne chose. Même si vous Ok. avez des locaux aujourd'hui, c'est bien de le mettre sur un petit Notion, un petit Je drive vais appliquer interne. ça, je vais appliquer ça rapidement. Merci pour ce tips. Effectivement, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai l'affichage obligatoire grâce à toi et Kanoun. Donc ça, je vais l'utiliser. Je ferai un petit Notion là-dessus pour rendre accessible. Après, si Station F veut bien que je placarde, moi, mes affichages obligatoires, si tout le monde le fait, je pense qu'à mon avis, ils vont réagir, mais c'est un autre sujet. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces éléments, Marine, tous ces tips et astuces. Peut-être, on a balayé donc beaucoup de sujets, que ce soit vraiment d'abord sur les différents profils en termes de recrutement, comme tu disais aussi, de se poser les bonnes questions. Quel profil je vais aller chercher aussi en fonction de mes moyens et qu'est-ce que je recherche? Est-ce que c'est un investissement sur du long terme, donc plutôt du salariat? Mais il faut aussi avoir les moyens. Pareil sur, après, OK, avoir en tête les conventions collectives, comment elles s'appliquent. Donc, code APE, code NAF, c'est pas forcément automatique, hein. Donc, là-dessus, bien noter, et ça, c'est un bon point qu'il faut garder en tête et que je garde d'ailleurs en tête. 3e point, forcément, ça a des conséquences aussi et des éléments et des impacts sur le contrat de travail. On a balayé les principaux éléments, notamment sur la partie salaire, où il y a le lien avec la convention collective, avec les minima sociaux, enfin, en tout cas, salariaux, tous ces aspects-là. Il y a également sur la partie période d'essai, bien la piloter. Effectivement, pareil, ça a un impact, ça peut aller jusqu'à 8 mois, mais il faut prendre aussi en tête et garder en tête ce pilotage parce que si on le fait un peu trop tard, ça risque de coûter, effectivement, et ce serait dommage. Pareil sur la partie, donc les heures, ça aussi, c'est quelque chose de très confus, donc c'est bien d'avoir ça en tête. Donc, effectivement, le bon tips aussi, soit une entreprise assez jeune, tips et astuces sur l'accord forfait jour. Si encore une fois, la manière dont vous travaillez, c'est du serviciel et aussi une boîte de service, OK, vous pouvez le faire plutôt dans les startups ou autres. Bonne question à se poser. C'est pas si compliqué de le mettre en place. En tout cas, on peut en témoigner. Effectivement, pareil sur la partie dirigeant, donc assimiler salarié versus cumuler un contrat de travail, on retient ça, et c'est un très bon point. Et après sur les affichages, et sur la santé et sécurité, les fameuses DURP, clairement des éléments à avoir en tête. Merci beaucoup, ça fait beaucoup d'éléments, en l'espace de midi, donc entre la pause déjeuner, voilà un peu de droit social et quelques éléments en tout cas qu'on espère vulgariser. S'il y a des petites questions, peut-être, dans les participants. Sinon, moi, je t'en ai posé beaucoup déjà, donc je vais arrêter de t'en poser et j'ai eu pas mal de réponses et d'astuces. Donc, s'il n'y a pas de questions, on a été en tout cas très content de t'avoir avec nous, Marine, ce midi. Quelque chose à renouveler justement sur les tips et astuces d'un point de vue juridique et droit social parce que
On a été justement assez en surface pour vous donner un maximum de contenu sur ces principaux points et c'est un peu le b.a-ba du droit social, si on veut, sur comment vous structurer. Bien sûr, si vous avez besoin de faire appel à des experts, eh ben, on en a une ici ce matin et retenez bien Kanoun pour vous faire accompagner sur ces aspects avec plaisir. Nous, on a un partenariat avec Seed Legals et Kanoun, on est très content de l'avoir. Pour la suite, eh ben, écoutez, je vous dis à bientôt, un prochain webinaire et je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore Marine et à bientôt. Avec plaisir. Et Au pour revoir tout le tester, monde. vous avez un petit compte freemium sur le site Canon. Donc allez-y et puis Exactement. vous savez comment on fait. Bon, à Merci bientôt. beaucoup. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Bon appétit. Au revoir. Exactement.